Pour bien comprendre toute la portée de l'entente actuellement sur la table entre l'Ukraine et les États-Unis, il faut d'abord aborder la question des métaux stratégiques et les terres rares et le sprint mondial pour les contrôler. Ce sont les gisements de lithium, de cuivre ou de titanium, par exemple. En ce qui concerne les terres rares, on fait référence à 17 éléments du tableau périodique comme le scandium, l'yttrium. Des éléments qui, malgré leur appellation, sont très abondants dans la croûte terrestre. Le problème, c'est qu'on les trouve souvent en concentration trop faible pour exploiter un gisement profitable, ce qui veut dire que la production de ces éléments à grande échelle est relativement rare et surtout concentrée dans un seul pays, la Chine. En fait, la domination chinoise dans l'industrie est telle qu'on pourrait la qualifier de quasi-monopole. Tout au long des années 80 et 90, les pays riches ont volontairement et consciemment délégué la tâche ingrate de l'extraction minière à la Chine et aux pays du tiers-monde, en étant convaincus qu'il fallait évacuer tant que possible les impacts environnementaux de l'activité industrielle. À ce moment, la Chine était loin d'être une rivale ou même une compétitrice. Au contraire, on était heureux de lui acheter ses métaux et ses ressources en échange de bouts de papier. Ainsi, en 1993, la Chine contrôle 38% de la production mondiale de terres rares. Or, en 2011, la Chine contrôle 97%. Une posture dominante qui lui permet de contrôler les prix, bien sûr, mais aussi l'approvisionnement lui-même. Lorsque des pays rivaux comme les États-Unis ou l'Australie tentent de briser leur dépendance en ouvrant leurs propres mines, la Chine inonde le marché dans ces métaux spécifiques et vend à des prix dérisoires en tuant dans l'œuf toute forme de compétition. L'ancien président Deng Xiaoping disait « Le Moyen-Orient a le pétrole, la Chine a les terres rares ». Et ça, pour les États-Unis, c'est un énorme problème. D'une manière, les terres rares sont devenues un carburant indispensable de l'économie américaine, essentiel aux batteries, aux missiles, aux blindés, mais aussi aux semi-conducteurs et au développement de l'intelligence artificielle. Et bien sûr, avec le président Trump qui menace ouvertement la Chine d'une guerre commerciale, Beijing n'entend pas du tout à rire. En réponse aux tarifs et aux sanctions américaines imposées contre elle, la Chine tire un coup de semonce et bannit mur à mur l'exportation de certains métaux critiques vers les États-Unis, comme le germanium et le gallium. Manifestement, si nécessaire, la Chine est prête à jouer son joker et Washington panique en conséquence. Voilà donc ce qui explique la course effrénée des Américains pour une source alternative de métaux stratégiques et de terres rares, évoquant explicitement le potentiel minier. Trump affirme que les États-Unis ont l'intention d'acquérir le Groenland par la paix ou par la force, afin notamment d'en exploiter les gisements de gallium. Additionnellement, Trump insiste que les États-Unis vont annexer le Canada, qui deviendra donc le 51e État. D'abord présenté comme une blague, il devient rapidement clair que Trump convoite réellement une annexion du Canada. En privé, ignorant qu'il était enregistré, celui qui était premier ministre du Canada, Justin Trudeau, confie que le véritable objectif de Trump est d'obtenir l'accès aux ressources du Canada, spécifiquement à ses réserves de métaux stratégiques. Et voilà ce qui nous amène à l'Ukraine. Vous l'aurez deviné, l'Ukraine possède des réserves importantes de ressources naturelles, notamment de pétrole et de gaz, mais aussi de métaux critiques et de terres rares. Lorsque Trump est arrivé pour la première fois à la présidence en 2017, il avait demandé qu'on crée une liste de tous les métaux et matériaux considérés comme critiques pour les États-Unis. Et sur les 50 éléments identifiés par la liste en question, l'Ukraine en possède 22. Et si certes une portion est maintenant sous contrôle de la Russie, Washington salive à l'idée d'accéder directement aux ressources naturelles de l'Ukraine. Aujourd'hui, Trump estime que les négociations de paix dans le conflit russo-ukrainien sont une opportunité en or pour les États-Unis d'obtenir remboursement pour les milliards de dollars dépensés en faveur de l'Ukraine. Dans sa proposition initiale, Trump exige que l'Ukraine transfère 50% de ses richesses minières, pétrolières et gazières aux États-Unis jusqu'à avoir payé 500 milliards de dollars pour qu'au moins, dit Trump, les États-Unis ne se sentent pas stupides. Le problème, c'est que l'Ukraine est loin d'avoir obtenu 500 milliards pour son effort de guerre. En fait, le gouvernement américain affirme lui-même avoir alloué au grand total 183 milliards. Une somme incroyable, on en convient, mais quand même pas 500 milliards. Ensuite, il est très important de nuancer. Moins de la moitié de ces quelques 180 milliards ont vraiment été transférés à l'Ukraine. L'essentiel du reste a été dépensé aux États-Unis
à moderniser des usines, à augmenter la production d'armes et de munitions, à payer des consultants et les firmes impliquées dans la chaîne logistique. En fait, c'est exactement ce que voulait dire le président Zelensky lorsqu'il a affirmé que sur les 180 milliards, il y en a au moins 100 milliards qu'il n'a jamais vus. Maintenant, il faut aussi rétablir les faits quant à la nature de l'argent fourni, que ce soit 100, 200 ou 500 milliards. La réalité, c'est qu'il n'a jamais été question de remboursement, ni pendant, ni après la guerre. Pour l'essentiel, l'administration Biden a choisi de faire cadeau de cet argent à l'Ukraine, et ce, sans la moindre exigence de remboursement. Certes, on peut endosser ou condamner la méthode Biden, mais il faut reconnaître qu'il est pour le moins audacieux d'aujourd'hui exiger un remboursement complet en évacuant cette réalité. En Europe, comme en Ukraine, on parle de trahison, d'extorsion. On accuse Washington d'agir comme un racket de protection et d'adopter une posture néocoloniale face aux ressources de l'Ukraine. Une réaction compréhensible. Or, le secret de Polichinelle, c'est que l'Union européenne convoite elle-même les richesses naturelles de l'Ukraine depuis des années, ayant signé un traité avec Kiev pour se les approprier seulement quelques mois avant le début de la guerre. Aujourd'hui, l'Union européenne panique, alors que Washington lui tire carrément le tapis d'en dessous des pieds. En fait, l'ex-ministre des Relations étrangères sous Zelensky dit tout haut ce que l'Europe pense tout bas. Aujourd'hui, Trump réclame les ressources de l'Ukraine pour alimenter l'économie américaine. Mais ces ressources ne sont pas seulement ukrainiennes, dit-il, elles sont aussi européennes. Pourquoi l'Europe devrait-elle donner les ressources qui devraient alimenter sa propre économie aux États-Unis? On ne saurait être plus clair. Loin d'affirmer que ces ressources ne sont pas à vendre, Kiev répond plutôt qu'elles sont déjà vendues. Malgré les déclarations publiques, l'Ukraine se dit dès le départ prête à négocier, car au fond, a-t-elle vraiment le choix? Non seulement l'aide américaine est absolument cruciale à la conduite de la guerre elle-même, mais encore plus, Kiev estime que la relation avec Washington est essentielle à la reconstruction et à la sécurité de l'Ukraine une fois la guerre terminée. Ainsi, Trump voit une opportunité de monétiser la puissance américaine en échange d'un accès privilégié aux ressources naturelles de l'Ukraine. D'une manière, ça ressemble beaucoup à ce que fait la Russie dans les pays du Sahel en monétisant sa garantie de sécurité en échange d'un accès privilégié aux ressources stratégiques des pays en question. En fait, c'est exactement le genre d'entente que l'Ukraine essaie de convaincre Washington de lui donner. Or, Trump refuse de mettre sur papier cette fameuse garantie de sécurité. Les Américains estiment plutôt que la garantie de sécurité est implicite, car un peu comme l'Arabie saoudite, l'entente ferait de l'Ukraine un intérêt primaire des États-Unis, tant au plan économique que stratégique. Autrement dit, si l'Ukraine devient la vache à lait des États-Unis, alors évidemment, ils vont la défendre. Aussi tordu soit-il, le raisonnement n'est pas étranger au code de la géopolitique. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. En faisant de l'Ukraine un intérêt permanent, alors les Américains s'engagent à sa protection. Mais naturellement, considérant son expérience passée avec les engagements américains, l'Ukraine tient absolument à ce que cette promesse soit écrite, noir sur blanc. Et voilà donc le déficit entre la proposition américaine et la posture de l'Ukraine. Lorsque Zelensky arrive à la Maison-Blanche pour la rencontre fatidique, l'administration Trump s'attend à une signature devant les caméras. Le président ukrainien insiste pour une garantie de sécurité et tout s'effondre. J.D. Vance et Trump comprennent que Zelensky n'est pas prêt à signer, que c'est un bluff pour avancer les négociations. Et soudainement, les esprits s'échauffent. Les Américains sont convaincus d'avoir été humiliés, manipulés, alors que les Ukrainiens ont l'impression qu'on a fait de leur président une vulgaire bête de scène invitée à Washington pour qu'on lui serve un dîner de cons. Si chacun tente de blâmer l'autre pour la séquence, il demeure que tous ressortent uniformément déstabilisés. Si Trump paraît pressé, surpris, désorganisé, Zelensky paraît ingrat. Et son attitude fait cadeau à Trump d'un prétexte parfait pour l'accuser d'obstruction dans le processus de paix et le pousser en dessous du bus en conséquence. La politique est une guerre d'optique où les impressions incarnent la réalité. Certes, Zelensky souhaite la paix, mais en imposant des préconditions à un éventuel cessez-le-feu, il est maintenant présenté par Washington comme un obstacle. Les États-Unis songent ouvertement à le faire remplacer, ce qui place le président ukrainien dans une posture insoutenable. Soit il accepte la proposition de Washington sans la moindre garantie, soit il est considéré comme une nuisance et expulsé par les Américains. Pris dans un étau
Zelensky tente d'obtenir en Europe ce que Washington lui refuse, de l'argent, des hommes, des munitions et surtout des garanties. Dans une scène aussi spectaculaire que pathétique, lorsque Zelensky implore l'Europe de lui venir en aide face à Washington, l'Europe lève les mains en l'air et retourne ses poches. Loin de voler à son secours, la France et le Royaume-Uni lui recommandent piteusement de s'excuser à Washington et d'accepter l'entente de Trump. Comme si l'Ukraine n'avait jamais eu d'amis, Zelensky émerge de la rencontre abattu, résigné. Du bout des lèvres, il dit être prêt à signer lorsque Washington le sera. Voilà donc la triste culmination de cet épisode digne d'un téléroman. Ayant joué ses dernières cartes, Zelensky n'a d'autre choix que d'accepter ce qui lui paraît inacceptable. Car si l'Amérique se retire et que l'Europe refuse de prendre le relais, alors c'est fini. Aussi ironique que choquant, Poutine avait prédit qu'un scénario semblable allait se produire alors qu'il se fiait carrément sur l'épuisement et le désintérêt inévitable des alliés de l'Ukraine pour obtenir ce qu'il voulait, wait out the West. Eh bien, c'est fait. Alors maintenant, soyons lucides. L'Ukraine n'a que des mauvaises options. La première, c'est de continuer la guerre seule et de risquer l'effondrement total du front d'ici tout au plus quelques mois d'après les estimations ukrainiennes. La deuxième, c'est de signer l'entente proposée par Trump et devenir une colonie minière des États-Unis. Certes, à court terme et dans une optique purement transactionnelle, c'est un véritable coup de circuit pour les États-Unis. La guerre en Ukraine aura permis à Washington de déstabiliser l'Europe, d'ajouter 2 pays à l'OTAN, de s'imposer dans l'exportation du gaz naturel, de dépenser des milliards de dollars pour moderniser son industrie, mais surtout, elle aura permis de faire la guerre à la Russie pendant 3 ans, en utilisant l'armée ukrainienne comme chair à canon pour tuer des centaines de milliers de Russes, littéralement à profit. Quand les Américains en ont assez, ils récupèrent l'investissement en s'appropriant les ressources naturelles. Vous prendrez le Donbass et la Crimée, nous prendrons l'argent et les gisements. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. De manière, tout ça n'a rien de nouveau. Partout, à toute époque, ceux qui financent la guerre le font en échange d'un dividende, qu'il soit stratégique, politique ou financier. La seule différence, c'est qu'on fait normalement plus d'efforts pour le maquiller. Le monde moderne a été fondé exactement de la même manière. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont profité de leur posture et des dettes gigantesques des Alliés pour imposer le dollar, le FMI, la Banque mondiale et jeter les bases d'un empire global qui s'accroche encore aujourd'hui. Cela dit, en prenant un peu de recul, il semble évident qu'à moyen et à long terme, les Américains viennent de se tirer dans le pied, alors que cet épisode endommage sévèrement leur crédibilité en tant que partenaire. De nombreux pays comptent sur les États-Unis pour une garantie de sécurité, qu'elle soit explicite ou non. Seulement dans le Pacifique, on pense au Japon, à Taïwan, à la Corée du Sud. En voyant l'expérience ukrainienne, plusieurs vont sérieusement remettre en doute la valeur ou même la validité des engagements américains. À quoi bon être défendu par l'Amérique si c'est seulement pour être pillé après? Pour l'Europe, c'est un moment déterminant, un véritable rendez-vous avec l'histoire, alors qu'elle réalise avec horreur que la garantie de sécurité américaine n'existe plus sur le continent. Il est plus urgent que jamais de sortir de la paralysie qui l'afflige depuis des années. Serait-ce enfin l'heure de mettre fin à la dépendance et d'assumer soi-même le fardeau de la sécurité? Si la France demande une nouvelle alliance pour et par l'Europe, l'Allemagne dit oui, réclamant au passage qu'on lui fournisse des bombes nucléaires. Chers amis, manifestement, nous sommes à un point déterminant. La désertion américaine de l'espace sécuritaire européen annonce un grand mouvement de réarmement, non seulement en Europe, mais en fait partout à travers le monde. Car devant la rupture flagrante du système international mis sur pied après la Deuxième Guerre mondiale, la fin du multilatéralisme, le monde retourne à son état de nature, la loi du plus fort. À force de multiplier les vexations et les provocations envers les partenaires et les alliés, les États-Unis risquent de perdre toute crédibilité, d'être carrément mis de côté, alors que le monde s'organise sans eux. L'administration Trump consomme son capital politique beaucoup plus vite qu'elle ne le produit. Sur la scène internationale, un revirement collectif semble désormais inévitable et imminent.
Maintenant, il faut aussi faire preuve de nuance et de discernement. Certes, les Américains agissent en colonisateurs et trahissent leurs partenaires en négociant par-dessus leur tête. Certes, c'est probablement l'effondrement de l'ordre mondial. Or, l'avocat du diable dirait que la guerre devait se terminer un jour, que l'Ukraine est épuisée et à bout de ressources, que la seule alternative à céder des territoires, c'est plus de guerre pour forcer la Russie à les céder, et considérant la situation militaire, à moins que les Américains ou les Européens envoient leurs propres enfants pour mourir dans la boue, clairement ce n'est pas une option non plus. Depuis le début, il a été évident qu'il y aurait une dette financière au bout de tout ça. En fait, déjà en 2023, on avait évoqué dans une de nos vidéos qu'il y avait un risque immense que cette dette soit employée comme un levier stratégique pour obtenir des concessions économiques de la part de l'Ukraine. Voici un extrait de cette vidéo. Pour ce qui est de l'Ukraine, difficile de faire des prédictions quant à son avenir. Tout ce que je peux faire, c'est donner mon avis quant au scénario le plus réaliste. À mon avis, l'écrasante majorité de la dette ukrainienne et de la facture de reconstruction devra être remboursée non pas par la Russie, mais par l'Ukraine elle-même. Le pays n'aura pas les moyens, mais ce n'est pas vraiment ce qui compte, car depuis le début, l'Ukraine est traitée comme une question stratégique, et ça continuera d'être le cas. Stratégiquement, il serait trop risqué de saisir les réserves de la Russie, et stratégiquement, il est tout à fait désirable que l'Ukraine soit endettée envers l'Occident pour les décennies à venir. Après tout, n'oublions jamais que la dette est en soi un puissant levier, donnant un pouvoir immense aux créditeurs qui la détiennent. Ici, lorsque la guerre sera terminée, tout indique que l'Ukraine devra se plier aux volontés de la Banque mondiale, du FMI, des États-Unis ainsi que de l'Union européenne. Ici, la seule chose qui est surprenante et inhabituelle, c'est que les Américains ont exclu leurs partenaires dans le traditionnel pillage d'après-guerre. En passant, Biden était au pouvoir. Naturellement, lorsque j'ai évoqué cette possibilité, on m'a lancé des injures et accusé de faire le jeu de la Russie, mais je vous montre l'autre joue. Je sais que ce sont des choses difficiles à entendre. Aujourd'hui, en prenant un peu de recul et en regardant la situation froidement, l'entente proposée par les États-Unis est la moins pire des mauvaises options pour l'Ukraine. Elle implique un paiement en nature, sur des ressources pour la plupart inexploitées, plutôt qu'un paiement en argent accompli par le morcellement de l'État dans une enchère pour les BlackRock et les FMI de ce monde. Alors évidemment, c'est une catastrophe, mais c'est la guerre. À quoi est-ce qu'on s'attendait? Le prochain grand dilemme géopolitique, tant pour les États-Unis que pour l'Europe une fois la guerre terminée, sera celui de la relation avec la Russie. Doit-on lever les sanctions et normaliser les relations avec Moscou, ou plutôt les maintenir et continuer à l'isoler? Sur cet enjeu, les intérêts de l'Europe et des États-Unis sont fondamentalement différents. Washington s'inquiète beaucoup moins de l'expansion de la Russie à ses dépens que de la montée de la Chine comme première puissance mondiale. Ainsi, les États-Unis souhaitent une normalisation rapide avec la Russie, notamment pour neutraliser l'alliance avec Beijing. Quant à l'Europe, elle est d'abord préoccupée par la sécurité et l'équilibre de la force sur le continent européen. Elle veut donc maintenir les sanctions et contenir la Russie. Devant une telle contradiction des intérêts, il semble que l'Europe et l'Amérique sont destinées à un divorce stratégique total. Ironiquement, la guerre en Ukraine pourrait entraîner la conséquence inattendue d'un rapprochement entre Moscou et Washington. On peut dire aujourd'hui que c'est contre-intuitif, mais c'est en fait un retour à la doctrine américaine en Asie telle que développée par Nixon et Kissinger. En 1972, au beau milieu de la guerre froide, le président Nixon met de côté sa détestation du communisme et amorce un rapprochement avec la Chine de Mao afin d'empêcher la formation d'un bloc russo-chinois. En fait, Barack Obama proposait lui-même le fameux « reset » avec la Russie, estimant que la véritable compétition était maintenant avec la Chine. Est-il possible que Trump soit arrivé à la même conclusion? Vous constatez comme moi que ce sont des enjeux qui dépassent largement l'Ukraine et qui relèvent de la géopolitique profonde. Nous avons déjà plusieurs documents sur l'Ukraine que je vous invite à consulter d'ailleurs. Parfois on ne sera pas d'accord et c'est parfait. Je vous respecte et je vous comprends. Or sachez que si je vous parle des côtés sombres, c'est pas parce que j'aime la noirceur. Au contraire, c'est parce qu'on a besoin de plus de lumière. Mes amis, je vous aime et on se retrouve très bientôt.